Connaissez-vous l'histoire de Prométhée ? Il s'agit d'un personnage de la mythologie grecque qui a eu un destin quelque peu tragique. Vous allez me dire, mais on est là pour parler de biologie ici. Quel est le rapport ? Eh bien pour cet épisode, figurez-vous qu'il y a un lien. Et pour ceux et celles qui me connaissent, pour une fois je peux allier deux de mes sujets favoris, les légendes et la science. Car la nature est cruelle et a condamné une petite créature au même destin que Prométhée. Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan qui, après s'être rallié à Zeus, entra en conflit avec lui au sujet des hommes. Prométhée les avait créés lui-même dans la glaise et Athéna leur avait insufflé la vie. Mais Zeus n'aimait pas des masses la création du titan. Il trouvait les hommes méchants et voulait créer une nouvelle race qui serait bien meilleure que celle-ci. Le dieu des dieux tenta alors de faire mourir de faim les hommes en exigeant d'eux qu'il lui soit offert en sacrifice le meilleur de leur nourriture. Mais Prométhée, enclin à aider ses petits protégés, mit en place un stratagème pour duper le dieu. Et Zeus se retrouva avec la part la moins intéressante des sacrifices, c'est-à-dire les entrailles et la graisse. Zeus, très en colère de s'être fait berner, décida alors de priver les mortels du feu. Mais Prométhée désobéit une fois de plus à la décision divine et vola discrètement le feu de l'Olympe pour l'apporter aux hommes, leur enseignant au passage de nombreuses techniques comme la métallurgie. La nuit tombée, Zeus vit que la terre était recouverte çà et là d'une multitude de lueurs rougeoyantes. Il comprit de suite que Prométhée n'en avait fait qu'à sa tête. Il entra dans une rage folle et décida de punir le titan en le faisant enchaîner sur une montagne aux confins de l'océan, bien loin de ses hommes chéris, puis il envoya son aigle lui grignoter le foie tous les jours. Prométhée étant immortel, l'organe repoussait pendant la nuit, et le jour suivant, le rapace venait de nouveau se repaître du foie du malheureux, et la nuit, il repoussait, et jour après jour, ce fut le même calvaire. En vérité, comme toujours dans la mythologie grecque, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais nous sommes là avant tout pour parler de biologie. Alors on se contentera de ce bref résumé pour redescendre à présent sur Terre, bien loin de l'Olympe, pour aller voir nos amis, les escargots. Malgré leur incroyable lenteur qui pourrait passer pour une infinie précaution dans le déplacement, ils ne sont pas à l'abri de faire une effroyable erreur. Manger la mauvaise feuille. La feuille souillée par la fiente d'un oiseau qui aurait oublié toutes les règles de convenance. Ce faisant, le pauvre gastéropode laisse un ennemi entrer dans son organisme. Un parasite. Le Cochlorydium paradoxum, voilà le nom de ce parasite. C'est un ver plat que l'on peut trouver en Europe et donc en France, mais aussi en Asie et en Amérique du Nord. Il a généralement une préférence pour les escargots de la famille des Succicées, vivant dans les environnements humides comme les marais. Le cauchemar de l'escargot commence donc par une erreur qui semble anodine. Le gastéropode ingère sans le savoir des sporocystes, des sortes de paquets de spores du petit ver, présents dans les fientes des oiseaux. Ils vont alors se frayer un chemin dans l'organisme et passer sans problème dans le système digestif de l'animal avant d'atterrir dans l'hépatopancréas de l'escargot, l'organe qui fait fonction de foie et de pancréas chez cet animal. Une fois bien installés, ils vont produire des sacs pleins d'œufs qui vont ensuite migrer vers les tentacules de l'escargot. Et oui, ça s'appelle des tentacules et pas des antennes comme j'ai toujours cru, et je suis sûre que j'étais pas la seule. Par transparence, ces sacs sont très visibles puisqu'ils sont colorés et sont animés d'un mouvement de pulsion, ce qui donne au gastéropode un look ma foi très... tape à l'œil. Une fois ces merveilleuses décorations oculaires bien mises en place, les gastéropodes infectés présentent un comportement différent de leurs petits camarades sains. En effet, les hôtes malgré eux du Leucochlorydium paradoxum ont une plus grande mobilité. Ils ont la bougeotte quoi. Mais ça reste très relatif, hein, on parle quand même d'escargots. Aussi, ils se baladent plus souvent sur le dessus des feuilles que le dessous, dans des zones plus hautes, plus dégagées et plus lumineuses que les autres. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est un comportement qui avantage clairement le parasite, et qui est très certainement induit par celui-ci d'ailleurs, même si nous ne connaissons pas encore les mécanismes de cette manipulation. Les parasites ne feraient d'ailleurs pas que manipuler le look et le comportement de nos amis baveux. Ils induiraient probablement une castration aussi. Je dis ça au conditionnel parce qu'on n'est pas sûr, mais c'est quelque chose que l'on constate souvent dans les cas de parasitisme. Le fait que l'hôte utilise une partie de son énergie à la reproduction n'est pas du tout avantageux pour le squatter qui a d'autres plans en tête. Alors, ils mettent les systèmes de reproduction de leur hôte sur off, soit de manière définitive, soit le temps que le parasite ait atteint son but. Dans le cas de nos vers plats, le chemin n'est pas terminé, car les escargots ne sont que les hôtes intermédiaires. Pour que le ver puisse finir son cycle de vie, il doit atteindre son hôte final, un oiseau. Vous voyez venir le truc ? Les escargots sont bien en vue, avec leurs tentacules grossis par des sacs colorés de vert, de noir, de jaune. Ils ont un mouvement pulsatif de 60 à 80 pulsations par minute et qui ressemble quand même fortement à de grosses chenilles bien dodues qui se baladent sur les feuilles. Alors les oiseaux insectivores se font avoir, foncent sur le gastéropode et se repaissent de ce plat douteux. Une fois dans le corps de leur hôte final, les petits œufs vont pouvoir éclore et les vers vont se reproduire dans les intestins et le cloaque.
Par la suite, une nouvelle génération de sporocystes va se retrouver dans les fientes. Il n'y a plus qu'à compter sur l'indélicatesse caractéristique des oiseaux concernant leur zone de largage et d'éjection, et qu'une feuille soit souillée, puis mangée par un escargot. Et le cycle pourra continuer. Et là, je vous sens triste. C'en est fini de notre petit escargot? Eh bien non, parce que l'oiseau, le plus souvent, ne lui mange que les yeux. Mais attendez, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Sauf que les yeux des escargots, ça repousse. Ah, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en fait non. Parce qu'il y a encore des petits sporocystes de Leucochloridium paradoxum dans leur organisme qui vont de nouveau former des sacs pulsatifs qui vont aller se placer dans ces tentacules tout neufs. Et il se refera manger les yeux. Encore. Puis ça repoussera. Puis de nouveau des sacs. Et puis de nouveau... Enfin, vous avez compris. Hein. C'est sans fin. Et c'est pour cela que je vous ai raconté le supplice de Prométhée. C'est parce que cette histoire existe dans la nature. À cela près, c'est que Prométhée c'est un escargot, qu'il se fait manger les yeux et pas le foie, et que l'aigle de Zeus, c'est plutôt des oiseaux insectivores. Je me demande bien ce qu'ont pu faire les escargots pour récolter un châtiment aussi cruel de la part des dieux de l'Olympe. Je vous laisse plancher sur la question dans les commentaires, et vous pouvez en profiter aussi pour nous laisser des suggestions de sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui viendra par la suite. À bientôt.